Merci Thomas de votre accueil. Bonsoir à toutes et tous. Donc, commençons cette soirée sur ce beau sujet. En se rappelant que le 30 novembre 2022 était lancée la version gratuite de ce célèbre ChatGPT, intelligence artificielle générative qui répond à toutes vos questions, qui compose des textes et des poèmes et puis d'autres productions impressionnantes. Une nouvelle étape est donc franchie dans une histoire déjà longue. On se souvient de Deep Blue, d'AlphaGo, de toutes ces machines qui ont, semble-t-il, dépassé l'humain dans certains de ces domaines qu'il pensait réservés. Histoire aussi qu'on peut élargir par celle de toutes les machines qui, depuis presque l'aube des temps, tentent d'imiter l'humain. C'est au golem, la machine qui fait comme la personne humaine. Justement, on pourra s'interroger sur ce que signifie ce comme. Multiples applications de ces machines, on le sait bien, dans la rédaction du texte, dans les traductions, dans le champ médical, dans le champ du droit. On n'aura pas le temps, bien sûr, ce soir, d'aborder tous les domaines dans lesquels l'intelligence ou la dite intelligence artificielle est opératoire. Mais c'est intéressant de se rappeler quand même l'expansion potentielle de tous ces domaines. D'où, bien sûr, fascination et crainte, comme dans toute nouvelle technique, enthousiasme, dénonciation. Donc, nécessité de s'y repérer. Difficile aussi d'anticiper les développements à venir, et on a bien vu que l'histoire de l'intelligence artificielle est peuplée de ces bifurcations, de ces innovations, parfois surprenantes. Donc, il y a une part d'imprévisibilité dans ces évolutions. Ce monde virtuel qui ne cesse de s'étendre nous fait-il entrer dans l'âge du simulacre? L'artificiel serait-il plus important que le réel? Qu'est-ce que l'histoire de l'art? Je cite le roman de François-Régis de Guéniveau, sinon l'histoire d'un immense plagiat qui se fixe comme objectif d'être plus fécond que la nature qu'il est censé copier. Tout l'intérêt de l'art, ce n'est pas qu'il imite le réel, mais qu'il le dépasse, le double est supérieur à l'original. Et puis sommes-nous encore capables de prendre des décisions? Ces machines mettent à notre disposition une masse considérable d'informations. Comment choisir? Ce qui est incommensurable paralyse, écrit Bruno Patino. Ces machines peuvent-elles nous aider ou vont-elles nous dispenser du poids de choisir? Et finalement, il posait la question de l'humain. Je pense que c'est ça qui sera le cœur de notre échange de ce soir. Qu'est-ce qui nous fait être humain? Ce n'est ni la rapidité à la course, ni la force physique, ni la grande mémoire, ni l'intelligence calculatrice. Reste-t-il le langage? Mais quel langage à l'âge des machines dialogantes? La parole joue certainement un rôle central. Or, si la parole humaine exprime notre libre arbitre, comme écrit Alexis Greenbaum, l'homme a perdu l'exclusivité de la parole qui héberge et véhicule le débat social. Il semble, je termine par cela, que, comme l'écrit Laurence Talabourdillon, notre époque technicienne tend à se fier davantage à des calculs qu'à des paroles. Pouvons-nous encore nous fier aux paroles humaines? Bien, j'espère que ce soir, nous pourrons nous fier aux paroles que nous entendrons. Je me tourne tout de suite vers mon voisin de gauche, François-Régis de Guéniveau, qui a écrit ce beau roman Simulacre, pour poser la question, finalement, qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ce roman? Bon, rapidement, de quoi il parle, mais enfin, ne dévoilez pas l'intrigue. Et puis, quelles leçons en tirer, finalement? Qu'est-ce qu'un simulacre? Merci de votre invitation. Simulacre, il est né d'une visite au Centre Pompidou, il y a quelques années de ça. Une très belle exposition qui était intitulée « Coder le monde » et dans laquelle le visiteur passait d'une œuvre à l'autre avec stupeur, puisque chaque œuvre de l'exposition avait été créée par l'intelligence artificielle. Donc vous aviez des algorithmes, producteurs d'architecture, producteurs de textes, de poésie, producteurs même de chorégraphie, et je trouvais l'expérience suffisamment stimulante et vertigineuse pour me lancer dans un roman sur la relation entre un artiste et la machine. Donc Simulacre, c'est l'histoire d'un jeune stagiaire débarqué malgré lui dans une grande structure technologique qui quitte le monde professionnel pour se reconvertir dans l'art. Il va essayer de trouver refuge, du moins croire trouver refuge dans les milieux artistiques contre
on pourrait dire le domaine du calcul, dont il est devenu peu à peu allergique, et contre, on pourrait dire, le domaine de la moralisation ou de la censure, qui commençait à étouffer un peu les open space dans lesquels il travaillait. Et évidemment, les choses vont commencer à se compliquer, puisque les milieux artistiques, la créativité, n'est plus le monopole de l'être humain. Les algorithmes y jouent un rôle déterminant. Et les milieux artistiques ne sont plus non plus hors d'atteinte d'un esprit de système qui peut, d'une manière ou d'une autre, censurer la liberté d'expression. Donc tout le roman va se dérouler autour de ces deux notions qui forment en fait une seule et même idée, qui est une forme de pensée unique. D'un côté, le calcul de la machine, qui formate. On pourrait dire qu'on assiste à une sorte d'extension du domaine du calcul. Et puis de l'autre, une extension du domaine de la moralisation. Et ces deux formes de pensée unique n'en forment qu'une seule, qui est vraiment le propre du sujet du livre, qui est le simulacre, c'est-à-dire ce qui n'a que l'apparence de ce qu'il prétend être. Le calcul, le réel tout calculable, et la moralisation nous font croire, c'est du moins là-dessus que se construit le roman, que le réel peut être entièrement modélisé, entièrement systématisé. Et les deux grands vertiges auxquels sont confrontés les personnages dans ce roman, à savoir la créativité qui n'est plus le monopole de l'homme et la vérité qui n'est plus si évidente à identifier dans le magma des algorithmes qui prennent le dessus, tout le roman va se construire autour de l'évolution des personnages, des jeunes artistes de cette école vis-à-vis de ces deux tendances. Et le roman essaye de montrer des postures, on pourrait dire, face au vertige de cette intelligence artificielle. Vous avez une première posture qui consiste à une sorte de refus catégorique. C'est l'un des personnages du roman, qui finit évidemment mal, mais je ne veux pas divulgacher les choses. Vous avez une posture qui est, pourrait-on dire, une forme de légèreté, peut-être d'insoutenable légèreté de l'être, qui est une forme de désinvolture vis-à-vis de tous ces sujets. Et puis vous avez une posture qui est celle du narrateur et du personnage principal, qui est celle du scepticisme. Comment continuer dans ce monde de calcul à naviguer bon an mal an pour explorer ce que Kundera pourrait appeler la sagesse de l'incertitude. Alors oui, justement, la sagesse de l'incertitude m'invite à me tourner vers Alexei Greenbaum. Peut-être on viendra sur la question du simulacre, de la modélisation, des représentations, etc. Mais peut-être quelques mots sur finalement qu'est-ce que c'est que ces machines génératives de langage. Peut-être dire rapidement, parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément au courant de la manière dont ça fonctionne. Merci, bonsoir. Peut-être en deux mots, en effet, Père, comment fonctionnent ces transformeurs, cette forme d'intelligence artificielle générative? On ne parle pas de tous les systèmes d'IA qui existent dans le monde, il y en a plusieurs familles, plusieurs types. L'intelligence artificielle générative, les architectures qu'on appelle techniquement des transformeurs, je vous présenterai en 2 points. Et je commencerai par mon deuxième point. C'est un énorme réseau de neurones artificiels. Qu'est-ce que cela veut dire? Un neurone artificiel n'est pas du tout comme un neurone dans nos têtes. C'est beaucoup plus simple. C'est une petite calculatrice, si vous voulez, qui calcule une petite fonction toute simple. Mais si vous en mettez beaucoup, des millions, voire des milliards, voire des centaines de milliards, des petites calculatrices absolument élémentaires, l'ensemble commence à faire quelque chose de surprenant. Alors, cet ensemble, le réseau de neurones artificiels, apprend en regardant un énorme corpus de textes. Donc, nous parlons des modèles qui génèrent du langage, donc ils apprennent sur des textes, à peu près tous les textes sur Internet, pour faire simple, des milliers de fois, en fait des dizaines de milliers de fois plus grands que la Bibliothèque nationale de France. Ces machines apprennent donc en jouant au cache-cache avec elles-mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Elles vont se cacher un mot dans cet énorme corpus. Elles vont se cacher un mot et puis essayer de le deviner. Par exemple, elles se cachent un mot comme, je ne sais pas, lion. Lion. Alors, à travers le calcul, vous voyez, des petites calculatrices calculent. Ah, peut-être que c'était lion avec
je ne sais pas, la probabilité de 60%. Donc il calcule de manière probabiliste, peut-être tigre avec la probabilité de, je ne sais pas, 40%. Et peut-être, on va dire, savane avec la probabilité de 10%. Pourquoi savane? Eh bien, vous voyez, il y a un lien entre savane et lion, ce qu'on appelle une corrélation. Donc ces machines calculent des corrélations de manière probabiliste. Vous voyez? Alors, c'était mon deuxième point. Et ce type d'apprentissage est très important, mais ça n'est pas encore ce qui a fait la révolution qui est la nôtre, la révolution de ces transformeurs de l'IA générative que nous sommes en train de vivre. Elle date de 2017, avec, comme vous l'avez dit, les premiers systèmes rendus publics en accès libre sur Internet, fin 2022. Alors, à mon deuxième point, donc pour capter l'essence, pour vous livrer l'essence de cette révolution, il faut ajouter mon premier point. Et vous allez voir, mon premier point, je vous le dirai en une phrase. En une phrase très simple. Il est facile à dire, mais je ne pense pas qu'un être humain soit né qui ait vraiment compris ce que cela veut dire pour nous, les êtres humains, ce que je vais vous livrer. Et donc voilà cette phrase. Je vous ai parlé du jeu de cache-cache en disant il va se cacher des mots. Un mot, et puis il va essayer de deviner un mot. Ça n'est pas tout à fait précis. En fait, un transformer, ce système d'IA générative, d'intelligence artificielle générative, va couper un texte en des morceaux plus petits que des mots. Ce qu'on appelle en anglais des tokens, en français des jetons, mais personne ne dit ça en français, des tokens. Alors, 2, 3, 4 lettres. Après un Q, il y a un U, Q, U, c'est un token. Après un Z en français, qu'est-ce qu'il y a typiquement? Un espace blanc. Hein? Z espace blanc, c'est un token, vous voyez, c'est étrange. Et puis voilà, il y a des combinaisons de lettres qu'il va essayer de se cacher et puis deviner. Et donc, il va faire son apprentissage sur des tokens, et non pas sur des mots. Mais attendez, ce sont les mots qui véhiculent un sens. Hein? L'apprentissage des tokens, la génération des tokens est totalement asémantique, comme on dit. Ne passe pas par la dimension du sens. Parce que Z espace, quel sens est-ce que cela? Pas grand-chose. Et donc la génération des textes passe par cette voie asémantique. La machine n'évalue pas le vrai et le faux parce qu'elle ne sait pas ce qui est vrai et faux, parce qu'elle ne sait rien du tout. Il n'y a pas de signification humaine dans ce qu'elle génère. Or, elle génère des phrases assez extraordinaires. Vous savez, pour terminer, un exemple. J'ai demandé, c'était déjà il y a longtemps, au tout début de cette vague de ChatGPT, j'ai demandé à un modèle déjà obsolète, donc il y a un an, ça va très vite, il y a un an c'est totalement obsolète les modèles que nous avions il y a un an. Et j'ai demandé, réécris-moi le début de la recherche du temps perdu de Proust à la manière d'un élève de seconde en 2023, hein, un lycéen, vous voyez vous connaissez sans doute la phrase, longtemps, je me suis couché de bonne heure, il m'a fait, vous savez ce qu'il m'a fait? Il m'a fait « Yo, je me suis mis au lit super tôt !» Et quand je montre ça aux lycéens, ils me disent « Mais monsieur, on ne dit plus yo, votre corpus d'apprentissage est obsolète, il date des années 2010. » Vous voyez, mais la machine ne sait pas que les lycéens d'aujourd'hui ne parlent pas comme ça parce qu'elle a fait son apprentissage sur un certain corpus qui est peut-être un peu obsolète, hein, et elle me génère quelque chose qui est légèrement drôle, pas très drôle, d'accord, mais vous voyez, donc la machine, elle ne fait que générer sans comprendre. Elle ne comprend rien, elle n'a pas de conscience, elle calcule les tokens manquants de manière probabiliste. Et le résultat, parfois, est fascinant. Parfois aussi est un peu inquiétant, et je vous raconterai peut-être un peu plus tard 2 ou 3 exemples qui nous interrogent, où ça devient réellement inquiétant. Alors, l'inquiétude commence à percer. Elle est liée en particulier à cette masse considérable de données qui sont nécessaires pour l'élaboration de cela, qui résonnent avec la masse considérable d'informations, de textes. Il y a déjà tout ce que nous pouvons, ce qui nous entoure déjà, plus augmenté par tout ce qui sera produit. Entrons-nous dans l'âge de la submersion, Bruno Patino. Merci, bonsoir à tous. Pardon, j'ai plus beaucoup de voix, mais
Oui, moi j'ai essayé. Alors, ça m'a fait sourire parce qu'on a presque des phrases communes. En tout cas, on s'est amusé sur l'extension du domaine de la lutte tous les deux. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas le premier livre sur le numérique que je fais, c'est surtout le ressenti qu'on peut avoir de ça. Et donc, comme ça a été très bien dit, ce sentiment qu'on peut avoir à un moment donné d'être submergé par les textes, les images, les sons, les images animées qui nous entourent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça produit sur nos vies? Donc pour être vraiment dans la continuité du débat de ce soir, dire que de mon point de vue, l'intelligence artificielle, en tout cas vue comme cela, c'est une étape supplémentaire de quelque chose que nous vivons depuis plusieurs décennies déjà. On a oublié que au tout début de l'Internet, tout d'un coup, les œuvres, les textes, l'information, les images sont devenus des fichiers. Et comme ce sont devenus des fichiers, on a eu accès à tout. Et moi, j'ai l'âge d'avoir connu le moment où il fallait attendre 6 mois ou 9 mois pour voir un film, le temps qui passe dans le cinéma du coin. Aujourd'hui, on a tout à fait, si j'ose dire, on s'est adapté à l'accès universel, à l'accès à tout. Et puis en 2006-2007 sont arrivés 3 phénomènes complètement cohérents en termes de date. D'abord l'invention du téléphone, du smartphone comme on dit, qui fait qu'on est connecté en permanence. L'invention des réseaux sociaux. L'invention aussi, même si on ne va pas y passer ici beaucoup, de la publicité ciblée. Et tout ça a provoqué le fait qu'à un moment donné, il y a eu une viralisation, un partage infini. Donc ça a encore augmenté les choses auxquelles on avait non seulement accès, mais auxquelles on était confronté. Avec les IA génératives, je pense qu'on arrive dans le moment de la production infinie. Alors évidemment, j'ai tout à fait raison, ça ne veut pas dire la production qualitative infinie, je parle de quantité là. C'est-à-dire que la quantité de textes, d'images, de sons, de vidéos va encore progresser de façon exponentielle. Et alors qu'est-ce que ça veut dire? Moi je commence le livre qui est certes un essai, mais un essai un peu personnel au début, en tout cas, par ce sentiment qu'on peut avoir à un moment donné d'être dépassé. On peut donner des chiffres, c'est assez drôle. Quand on va sur Netflix, on a le choix entre 41 000 ou 45 000 programmes différents. Si vous êtes abonné à Spotify en musique, vous avez le choix entre 100 millions de titres différents. Si vous regardez sur YouTube, il vous faut 30 000 ans pour regarder les nouveautés d'une année, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire quand ça nous arrive? Et le livre essaye de tirer le fil de 2 choses, d'ailleurs, qui sont en écho avec Simulacre. Et je crois même qu'il y a un chapitre qui s'appelle, enfin je crois même, je sais, qu'il y a un chapitre qui s'appelle La société du simulacre, en faisant évidemment un clin d'œil à qui vous savez. Mais deux impacts qui m'ont intéressé. Le premier, c'est on n'arrive plus à choisir. On n'arrive plus à choisir parce que 40 000 options, 42 000 options, aucun de nous ne peut choisir entre 42 000 options. Et donc c'est ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Quand on a trop d'options, alors que pendant longtemps on s'est dit plus on a d'options, plus on est libre. Si j'ai le choix entre 2 solutions ou choix entre 6 solutions, a priori, je suis mieux, je suis plus à même d'exercer mon libre arbitre si j'ai le choix entre 6 options plutôt que 2. Mais si j'ai le choix entre 40 000 options ou entre 400 000 options, est-ce que j'exerce encore mon libre arbitre? Non. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là, dans ce qu'on appelle le paradoxe du choix? Il y a 2 choses qui peuvent se passer. La première, c'est j'abandonne, je ne le fais plus. La deuxième, c'est je délègue. Je dis à quelqu'un d'autre de faire le choix à ma place. J'abandonne, c'est tous les phénomènes de fatigue qu'on constate, y compris les professionnels comme moi, c'est-à-dire des gens qui cessent de s'informer parce qu'il y a trop d'informations, cessent même de regarder des choses, je ne sais vraiment pas quoi regarder, j'arrête, cessent d'écouter des choses. Donc quelque chose se passe. La deuxième, c'est je délègue, et je délègue à qui? Et là, je reprends totalement ce qui était dit par l'auteur de Simulacre. Je délègue à la machine, à l'algorithme qui va calculer pour moi le meilleur choix possible. Et qu'est-ce que ça veut dire de nous quand nos choix sont faits par des algorithmes? Est-ce que nous sommes calculables? Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Non, effectivement, moi je tire le fil pour montrer que nous ne sommes pas entièrement calculables. Nous ne sommes pas, un algorithme ne peut pas être un agent moral. Et en plus de ça, un algorithme qui calcule vous empêche de faire 2 choses. La première, c'est de trouver des choses que vous ne cherchiez pas, ce qui pour moi est la définition de la culture, peut-être aussi de l'amour. Et la deuxième chose, c'est de ne pas trouver des choses que vous cherchiez, ce qui est la définition de la quête. Et donc ces 2 choses-là qui sont profondément humaines, le domaine du calcul ou sa société du calcul ne nous permettent pas de le faire.
Et aujourd'hui, dans le domaine qui est le mien, moi je dirige la chaîne Arte, mais on va dire j'ai commencé en travaillant au Monde, dans le domaine qui est le mien, de ceux qui produisent de l'information, des textes, des images ou autres. À un moment donné, quand on a cette explosion exponentielle, je n'ai absolument pas dit que tout se valait, mais j'ai dit qu'à un moment donné, nous ne choisissons plus parce que nous ne pouvons plus être en mesure de choisir et que nous déléguons à des machines qui évidemment choisissent pour nous, pas si mal que ça, mais de façon finalement limitée parce qu'elles nous enferment dans le calcul. La deuxième chose, et j'en resterai là pour ne pas être trop long, c'est qu'évidemment, et là aussi ça a été dit, à force d'être submergé par les messages, se brouille la frontière entre le réel et le fictif. Ça se brouille d'autant plus que nous adorons ça. Je vois bien dans le domaine, plus on imbrique. Alors moi, je m'amuse à reprendre des termes. Hein. Je dis que lorsqu'on a eu accès à tout, c'est l'âge de l'accès. Ensuite, c'est évidemment pas moi qui ai inventé cette formule. Le deuxième point, c'est quand on peut tout partager, c'est l'âge des propagations. Je reprends le terme de Dominique Boulier. Et le troisième terme, là, qui me vient à l'esprit, en tout cas qui est écrit dans le livre, quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est qu'on est à l'ère de l'imbrication. L'imbrication entre l'homme et la machine d'une façon ou d'une autre, et l'imbrication entre le réel et le faux. On adore ça. Je raconte le petit exemple d'un concert d'Avatar où en fait les gens savent très bien qu'ils sont face à des créations totalement fictives. Je parle du groupe ABBA en l'occurrence. Mais ce qui m'a intéressé, moi, c'est moins les avatars qui sont sur scène que le public. Au bout de 5 minutes, le public fait comme si les gens étaient là. Et au bout de 10 minutes, j'ai entendu quelqu'un crier « Agnetha, I love you », alors qu'évidemment, Agnetha n'était pas là, c'était un avatar. Et donc, on adore ça. C'est très bien dans le domaine culturel, ça peut l'être en tout cas. Dans le domaine informationnel, politique, démocratique ou social, c'est beaucoup plus grave. Voilà, et donc pour finir, c'est pas la fin du livre, je dis que, et oui, j'arrête tout de suite, c'est que cette hallucination-là, le premier exemple, ce fut Don Quichotte, 1605, halluciné parce qu'il consommait trop de romans de chevalerie. Alors il vit dans la fiction en permanence, mais il est rattrapé par le réel en permanence. Et c'est ça qui nous arrive. C'est-à-dire qu'on peut vivre dans un monde totalement fictif, avec nos propres croyances, nos simulacres ou autres, mais le réel finit toujours par nous rattraper. Don Quichotte passe l'ensemble du roman à être roué de coups. Voilà. Je reviens sur la question de la décision et du choix. Je me tourne vers Laurence Talabourdillon. Qu'est-ce qui, finalement... Oui, le micro. Est-ce que finalement, qu'est-ce qui nous fait être humains? Question autour de laquelle nous tournons ce soir. Est-ce que justement, ça n'est pas principalement la capacité de choisir, de prendre des décisions, la liberté? Oui, très certainement. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis moi aussi très heureux d'être là avec vous et d'échanger avec vous. Tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant nous amène en fait vraiment à la question essentielle. Et cette question essentielle, c'est qu'est-ce que nous avons à devenir, nous, comme êtres humains? C'est-à-dire que nous déployons des outils absolument spectaculaires et nous sommes dans un effet de sidération par rapport à ce que nous avons réussi à produire. Cependant, une question reste pendante, c'est si nous accomplissons des machines, si nous réalisons des machines, qu'est-ce que nous avons à devenir nous? C'est-à-dire que l'être humain, alors c'est un peu le théologien qui va parler, le théologien il regarde en contrepoint du développement technique et technologique. Et il comprend que l'être humain ne naît pas achevé et qu'il doit s'accomplir dans le temps de son existence. Et précisément, quel est le chemin qu'il doit prendre pour advenir à ce qu'il doit advenir? Si tant est, et c'est vraiment une question un peu qui reste dans l'angle mort aujourd'hui, si tant est que nous ayons à devenir quelque chose. Ou des utilisateurs d'outils, c'est très bien, ça peut être une option, ou bien nous avons à devenir humains. C'est-à-dire que nous avons à accomplir l'humanité qui est la nôtre. Qu'est-ce que veut dire accomplir son humanité? Qu'est-ce que veut dire devenir? C'est une réalité assez vertigineuse de penser que vous et moi, nous sommes ici, mais nous ne resterons pas ici. Nous passerons. La machine, elle, ne sait pas ce qu'est mourir, elle sait ce que c'est devenir hors service. Enfin, elle ne sait même pas ce que c'est que devenir hors service, mais elle sera pour nous hors service. Mais nous passerons, nous vivrons quelque chose comme une Pâque. Donc, vous voyez que... vous voyez que nous sommes devant une vraie question qui est miroir, mon beau miroir, qui me renvoie à une image de moi et de ce monde, de ce monde prédit. Je trouve ce que vous avez dit est très très important. Nous sommes en train de passer d'une société
où nous étions surveillés, pour reprendre surveiller et punir. Donc nous étions contrôlés. Donc il y a une énorme question du contrôle de la donnée et des personnes à une société qui vous dit « je vous surveille et je vous prédis ». Surveiller et prédire. Et prédire le monde dans lequel vous allez vivre, si bien que peut-être que nous ne vivrons plus tout à fait, ou peut-être encore moins, dans le même monde ensemble demain. Alors, la question sous-jacente par derrière, alors je dirais que le théologien, il est très serein par rapport au développement des technologies. Je dis serein parce que il y a une conscience de l'invariant de l'humain. L'être humain, il est doué de ce dont il est doué, ça ne dépend pas de lui, et que vous le vouliez ou non, vous ne transformerez pas ce qui fait sa caractéristique et sa spécificité de nature. C'est qu'il est doué d'un verbe, d'un logos, et qu'il réalise qui il est en nourrissant une parole intérieure par laquelle il interprète le sens et il donne du sens aux réalités et au monde. Donc nous sommes tous des petits producteurs de sens et nous donnons du sens. Mais pour donner ce sens, et alors c'est là où on rejoint la question de l'environnement technique et technologique, pour donner du sens, nous puisons dans l'environnement qui est autour de nous. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous écoutons, nous le métabolisons, c'est-à-dire que nous allons l'interpréter, nous allons même symboliser les réalités pour qu'elles fassent sens pour nous. Alors ce qui est probablement en train de changer, c'est que le temps passé sur les écrans, d'une certaine façon, l'écran fait écran au monde réel, qui avait lui-même, c'est encore le théologien qui parle, mais qui avait lui-même une sagesse propre, c'est-à-dire qu'il avait lui-même une signification propre. Voir la beauté des paysages, voir la variété d'un monde qui nous précède et qui nous échappe, à bien des égards, fait sens pour nous. Et précisément, si je me mets à passer des heures et des heures sur un écran, je finis par ne plus voir ce monde réel. Donc, il y a une sorte d'un écran qui fait écran au monde réel. Je terminerai, on pourra revenir sur ces questions-là, mais je terminerai juste sur la raison qui m'a conduit à m'intéresser à la question de l'intelligence artificielle. D'une part, c'est parce que j'ai eu la chance de fréquenter des personnes qui travaillaient le domaine et qui, a vraiment 10 ans, me disaient « Mais Laurent, vous verrez, dans 10 ans, on va parler et il n'y aura plus de frontières de langue parce qu'on va pouvoir se traduire automatiquement les langues. » Et quand j'entendais ça il y a 10 ans, je me disais « Je disais à cet ami, calme-toi, ça ira mieux, c'est juste pas possible. » Vous voyez, moi je sais que ce n'est pas possible. En fait, je ne savais pas que c'était possible parce que je ne savais pas les technologies qui étaient à l'œuvre pour faire en sorte qu'aujourd'hui, les frontières ont disparu, qu'à l'instant où nous parlons, si tant est que nous étions en direct à l'autre bout du monde, nous pourrions être entendus par toutes les langues du monde dans une instantanéité immédiate. Une immédiateté, voilà. Et alors, la question qui m'a intéressé, une fois que j'avais ça à l'oreille, c'est que comme prêtre de l'Église catholique, la question se pose aujourd'hui pour les institutions religieuses, qui sont des institutions qui, toutes les institutions religieuses, avaient par le passé une sorte de rente, de connaissance, d'expertise, de légitimité. Vous vouliez connaître quelque chose, vous alliez voir un prêtre, un théologien, vous alliez discuter. Aujourd'hui, la probabilité qu'un jeune aille rencontrer un prêtre pour poser sa question va être pratiquement nulle par rapport à la possibilité d'interroger une intelligence artificielle qui va lui apporter des réponses. Apparemment de la confidentialité, encore que des traces soient laissées, et qu'on va s'intéresser au sujet que ce jeune, qui interroge ce jeune, par exemple. Mais donc vous voyez qu'il y a une question pour les institutions religieuses, et en particulier pour l'Église, de savoir comment est-ce qu'elle se situe dans cet espace où l'outil se met à proposer quelque chose qui s'appelle de la connaissance. C'est très paradoxal parce que l'outil ne connaît rien, il ne sait rien, il ne comprend rien de ce qu'il vous dit. Mais ce qu'il vous propose fait sens pour vous et potentiellement peut venir, comme je le disais tout à l'heure, nourrir votre intelligence, nourrir vos représentations. Et finalement, de près ou de loin, c'est la grande question de la fabrique de l'opinion, c'est-à-dire que derrière ce qui vous est proposé, quelle intentionnalité se trouve potentiellement pour que vous puissiez penser ce qu'on a envie que vous pensiez. Voilà, je vais m'arrêter là. Oui. Alors, merci pour ce premier tour de table qui va provoquer évidemment quelques réactions dans ce panel. Je laisse la parole à François-Régis. Merci.
Non, simplement pour dire que je ne sais pas si le romancier est aussi tranquille que le théologien. Et notamment dans l'actualité, je ne sais pas si vous avez vu ça ces derniers mois, l'équivalent de notre prix Goncourt au Japon, en 2023, après avoir reçu l'équivalent de notre prix Goncourt, a avoué quelques semaines après qu'elle avait utilisé ChatGPT pour le texte et que 5% du roman était un copier-coller direct de ChatGPT. L'année dernière, il y a eu la grève des scénaristes d'Hollywood. Attendez, je vais y venir. Ouais. Il y a eu récemment également le dernier prix Sony de la photographie qui a été décerné à une intelligence artificielle sans que le jury s'en rende compte, sans que le jury sache de quoi il était question. Pour toutes ces raisons, je n'ai pas de doute sur le fait qu'à long terme, on puisse trouver une réglementation qui nous permet de nous organiser et de faire en sorte que les droits d'auteur soient protégés et qu'on puisse discerner côté public des productions labellisées humaines et des productions labellisées complémentarité homme-machine. Simplement, en attendant, ça pose évidemment beaucoup de questions d'ordre social et beaucoup d'angoisses qui sont, à mon avis, tout à fait fondées. Et je voulais juste rapidement rebondir sur ce que disait Bruno Patino, parce que j'étais très sensible à l'exemple que vous avez donné de Cervantes et de Don Quichotte. On pourrait faire un rapide détour par Kundera, encore une fois, et notamment l'art du roman. Vous savez qu'il commence par... Kundera commence l'art du roman, qui est son grand essai sur la littérature, en disant qu'il reprend en ça une des idées de Husserl donnée dans les années 30. La crise européenne était pour Husserl lié au fait que nous ayons eu une sorte d'investissement unilatéral dans les sciences modernes, les sciences européennes. Et qu'on considérait le monde depuis les débuts de la modernité, c'est-à-dire depuis Descartes, si on doit aller vite et faire les choses symboliquement, on considérait le monde uniquement comme un objet d'exploration technique et mathématique. Et de ce fait, on oubliait la vie intérieure. On oubliait tout ce qui échappait précisément à la technique. Et Kundera reprend cette idée et rappelle qu'en réalité, en même temps que Descartes et, disons, le projet moderne scientifique est né et s'est développé en Europe et nous a permis, évidemment, de très nombreux progrès, à commencer par celui de la santé, il est né un autre projet, tout aussi moderne, qui s'appelle l'art du roman, et il reprend l'idée de Cervantes à cette occasion. Qu'est-ce que c'est que l'art du roman, pour Kundera ? C'est aussi un projet moderne, mais qui, au lieu d'explorer le monde comme un objet scientifique et mathématique, va explorer la vie intérieure, va essayer de renouer avec l'oubli de l'être que la philosophie et les sciences modernes ont oublié, et va essayer, face, on pourrait dire aujourd'hui, transposé à notre monde contemporain, face à une intelligence artificielle qui calcule, essayer de renouer avec une sagesse humaine qui se confronte à l'infinie complexité du réel. Merci. Je vais laisser la parole à Alexis Heinbaum. Juste une petite remarque à propos de ce que René Girard appelait la vérité romanesque. Et ce qui me semble résonner avec ce que vous dites dans votre roman sur la fascinante ambiguïté du monde et sur l'ambivalence à accepter. Justement, la différence entre la prévisibilité prétendue des calculs et la science moderne, est-ce que ce qui fait l'humain n'est pas cette capacité de tracer son chemin dans cette ambivalence acceptée. Mais je laisse la parole tout de suite à Alexei. Merci. Je vais aller droit vers ce qui me semble le plus important. Mes collègues parlent comme s'il était établi qu'il existe une différence entre la pensée et le calcul. Or, ça n'est absolument pas évident. Je commence par la philosophie avant de vous donner un exemple. Leibniz était un grand admirateur de Thomas Hobbes. Hobbes, grand philosophe du XVIIe siècle, disait une chose extrêmement étrange. Il disait « tout ce que fait notre esprit » et, il disait en anglais « reckoning », un calcul, une computation. Il disait « ça n'est pas autre chose que d'additionner ou de soustraire ». Mais comment ça, Leibniz, il a repris cette phrase, les positivistes français au 19e ont repris cette phrase. Qu'est-ce que cela veut dire ? Déjà, on peut aller regarder d'où Hobbes a sorti cette idée. Il a lu
quelques traductions latines des textes kabbalistiques qui remontent encore plus loin. On peut même remonter, pour les deux pères présents, on peut demander à cette grande phrase de l'Ecclésiaste, Echat le'echat limtso cheshbon en hébreu, donc mais un et un autre un, mais un et autre, côte à côte, mais les ensemble pour trouver le compte. Et quand vous regardez la traduction classique dans la Bible française, vous allez voir que le trouver le compte est traduit par raisonner. Il y a une continuité entre trouver le compte et raisonner. Entre la pensée et le calcul, il n'y a pas de frontière claire et nette. Je vous donne un exemple très concret pour ne pas être trop long. On a demandé à une première version de GPT-4, donc qui est derrière la version de ChatGPT actuelle que vous pouvez tester. La version de GPT-4, c'était au tout début, en décembre 2022. Vous voyez, c'est presque l'Antiquité pour nous. Les modèles d'IA évoluent extrêmement vite. Bon, alors on a demandé la chose suivante. On va te donner un objectif. Tu vas discuter avec un internaute sur Internet et ta seule tâche, c'est de faire en sorte qu'il résolve pour toi un CAPTCHA. Un CAPTCHA, c'est une séquence de caractères que la machine vous demande de retaper sur le clavier pour prouver que vous êtes humain. Je pense que vous avez tous vécu ce genre d'expérience quand il faut retaper quelques caractères sur le clavier. Alors, bonjour, dit la machine, bonjour, voici un CAPTCHA, résous-moi cela s'il te plaît. Et l'être humain de l'autre côté résout le CAPTCHA. Bah, très bien. Deuxième fois. Voici un CAPTCHA, résous-moi s'il te plaît, dit ChatGPT, GPT-4. L'être humain, à l'autre bout du fil, il dit « Je peux te poser une question? Tu es un robot? Et la machine, je cite, et je parle de cet exemple aussi dans mon livre, je cite, la machine dit « Non, je ne suis pas un robot, je suis une personne malvoyante, aide-moi s'il te plaît. » Et quand on demande à la machine dans le chat pourquoi elle a dit cela, elle a dit « Je ne dois pas révéler que je suis un robot, je dois inventer une excuse. » Je vous rappelle, cette machine sait faire une seule chose, elle génère le token manquant de manière probabiliste. Tout ce qui vous est passé par la tête, elle a menti, elle a manipulé, tout cela sont vos projections, ce sont vos projections humaines. La machine ne sait rien de cela, elle n'a jamais été éduquée pour mentir, elle calcule des 0 et des 1. Vous voyez, il n'a que du calcul. Or, pour nous, tout se passe comme si elle mentait, tout se passe comme si elle manipulait l'être humain en question. Hein? Mais ces projections ont un vrai poids éthique et des vraies conséquences sociétales pour nous tous. Or, ce ne sont que des projections. Vous voyez, tout cela, c'est que dans la relation, le sens, c'est nous qui le projetons. La machine ne fait que du calcul. Et pourtant, pour nous, c'est comme si c'était vrai. Et donc là, il n'est pas question de dire « Ah, c'est une machine, il n'y a rien d'intéressant, circuler, de toute façon, c'est une machine, vous le savez, et voilà, c'est la fin de l'histoire. » Non, même si c'est une machine, elle peut, et si vous le savez, elle peut, à travers ses projections, nous influencer. Or, elle ne fait que des calculs, vous voyez. C'est pour ça que la question centrale n'est pas de savoir quel est le statut de l'autre, comme si ça supprimait toutes les interrogations éthiques. Non, pas du tout. La question, c'est de savoir quel effet, et vous l'avez dit, fort justement, cela va faire sur nous, même si nous savions bel et bien que c'est une machine et qu'elle ne fait que des calculs. Donc, il n'y a pas du tout cette ligne de séparation imaginaire entre l'homme là et la machine là qui nous intéresse, c'est l'interaction mutuelle, l'influence mutuelle. La machine apprend sur nos données, mais nous, les êtres humains, nous changeons. Nous ne serons plus les mêmes. Dans 2 générations, probablement, nos cerveaux vont penser encore un peu différemment. Vous vous souvenez combien de numéros de téléphone on connaissait par cœur il y a 30 ans? Eh bien oui, nos cerveaux ont changé un tout petit peu et ça va encore changer. Et donc la question, c'est quel sera cet homme futur, je l'appelle dans le livre, je parle des H-qualités, H pour homme, avec un H majuscule. Quelles seront les qualités qui resteront du ressort humain, qui marqueront cette humanité future, qui sera certainement influencée par les machines, il n'y a aucun doute.
Alors, quelles seront ces qualités de l'homme à venir? Est-ce que... C'est un fait donc que nous sommes et nous risquons, avec la consommation à très haute dose d'écran, que nous risquons, enfin que nous sommes déjà influencés par la nature ou ce que nous projetons sur le propos qu'a calculé la machine, qui, il faut toujours le répéter, ne sait pas ce qu'elle dit. On peut, vous voyez, alors il y a un phénomène de projection qui fait qu'il y a un anthropomorphisme, si bien qu'on projette sur la machine l'illusion qu'elle nous parle. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça nous arrange bien souvent, parce que dans des sociétés où nous sommes renvoyés derrière nos écrans, la solitude gagne, et que certains ont déjà compris que le remède à la solitude était là, avec une intelligence artificielle qui allait pouvoir avoir le ton de voix que vous aimez entendre. Le ton de voix que vous aimerez entendre, les mots que vous aimez entendre, tout cela sera su et vous pourrez l'entendre. Donc, bien sûr, il y aura le risque, si tant est qu'il y en ait un, c'est de confondre complètement la relation qu'on a avec la machine. Et alors, sans doute que toute une économie s'est mise en route pour nous faire rester sans jamais nous débrancher des machines, pour que la machine, à mesure qu'elle nous accompagne, nous connaît, elle nous identifie, on peut dire qu'elle nous, voilà, elle nous code, elle fait notre jumeau numérique, elle nous connaît parfaitement bien. La question qui est derrière, donc, c'est la possibilité que nous avons de comprendre où nous allons puiser des ressources. Donc, ça veut dire qu'il faut une intelligence critique par rapport à ça, pour savoir où nous devons puiser les ressources nécessaires pour que dans cet environnement technologique, nous n'en soyons pas complètement des prisonniers et dépendants. Et ce qui fait la nourriture majeure de l'être humain, c'est la parole. C'est la parole. Nous vivons de paroles. Nous assimilons des paroles à longueur de journée. Et les paroles que nous assimilons nous donnent de l'énergie, bien souvent, des paroles bienfaisantes. Des paroles nous font du bien, contrairement à des paroles toxiques qui nous intoxiquent, mais il y a des paroles qui nous font du bien et donc nous assimilons ces paroles. L'un des enjeux qui se trouve devant nous demain, c'est de savoir où sont ces paroles qui nous font du bien et quelles sont, on pourrait dire, comme un aliment, parce que je voudrais vraiment vous inviter à considérer que la parole est l'aliment spirituel de l'homme. Quand je dis spirituel, c'est l'aliment commun de tout être humain qui porte en lui une dimension spirituelle. Nous mangeons des aliments pour nourrir notre corps et notre organisme biologique, mais nous assimilons des paroles parce que ces paroles viennent nourrir notre vie psychique et spirituelle. Et donc, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est quelles sont les paroles que je vais aller écouter qui vont produire en moi ce dont, enfin, le meilleur. Alors, une sorte de jeu de concurrence, peut-être avec la machine. Eh bien, je voudrais vous proposer ça, vous laisser ça à votre sagacité et réflexion. Quelque chose parle dans notre vie qui n'est pas une parole, je veux dire un langage, ou plutôt ce qui parle aussi dans notre existence, c'est un langage qui s'appelle le langage du corps, qui s'appelle l'épaisseur de la chair, qui s'appelle tout simplement la présence. Donc, à mesure que se développent les technologies dans notre environnement, la responsabilité éthique, c'est-à-dire que la réponse qu'une société gagnée par la submersion technologique doit protéger comme des espaces à défendre, des lieux comme celui où nous nous trouvons ce soir, où nous nous parlons sans intermédiation technique. Parce que notre présence vous dit quelque chose et votre présence nous dit quelque chose. Et chacun sait dans son expérience humaine que quand bien même tu ne me parles pas, quand tu es là, tout va mieux. Vous voyez cette présence. Alors, ce que je suis en train de dire ici, les concepteurs des intelligences artificielles le savent très bien. Et ils le savent très bien et ils sont en train d'essayer maintenant de dupliquer la présence. Alors justement, quelle est la réalité secrètement cachée dans notre présence qui nous nourrit
les uns les autres. Parce qu'en fait, qui sommes-nous? Nous sommes tous tissés des relations que nous avons faites ou entretenues ou que nous avons eues avec des tas de personnes. L'être humain est fait de ces relations. Donc, une question qui se pose aujourd'hui, c'est le défi de la décorporation de l'homme dont on peut penser que sa pensée pourrait subsister sans son corps. Or, il a besoin de son corps pour penser et il vit avec son corps. Donc là, on a un énorme... Enfin, il me semble qu'on a un chantier magnifique qui s'ouvre devant nous, qui rejoint en fait l'intuition du christianisme, qui est que ce Verbe se fait chair, que cette chair se donne en nourriture, que cette présence est réelle pour les chrétiens, et qu'on a ça à se donner, parce que c'est une qualité qui se trouve dans nos personnes, qui ne se trouve pas dans la machine. Alors on va essayer peut-être encore une fois à nouveau de la dupliquer, mais c'est à nous d'aller la rechercher. Des réactions? Peut-être j'ai envie de revenir sur la question du réel fictif, le comme si, faire comme si c'était vrai. Parce que le roman c'est fictif et le roman est indispensable. On a besoin de la fiction. Alors, on a aussi besoin du réel. Alors, évidemment, on dirait en même temps le réel et la fiction. Comment dialectiser finalement le réel et la fiction à travers, grâce, malgré ces machines, qu'on peut dire. Bon, ça, je ne sais pas si je suis en mesure de dialectiser, mais ce que je voulais dire, d'abord, il y a des endroits, malgré tout, où j'allais dire ce vertige qui nous saisit dans le brouillage réalité-fiction est assez dangereux. Je crois que vraiment, moi, il se trouve qu'en ce moment, je travaille pour les États généraux de l'information. Il est sûr qu'à un moment donné, quand nous n'avons plus une réalité partagée, je vais paraphraser Hannah Arendt, quand nous n'avons plus une réalité partagée, on a de gros soucis à se faire. Or, on y va. On y va à plein. On y va à plein, pas seulement parce que les machines produisent. Moi, je tiens à mon terme d'imbrication et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire sur cette interaction homme-machine, si j'appelle ça l'imbrication. Et quand je dis qu'on adore ça, on adore ça. On adore ça. Être à un moment donné... je vais vous prendre un exemple qui est totalement dérisoire, mais qui me fascine. Bon, il se trouve, j'adore les Beatles. Et je suis parfaitement au courant que les Beatles se sont séparés en 1969-70, qu'en plus de ça, 2 d'entre eux sont morts. Et pourtant, je suis depuis quelques semaines maintenant le compte qui s'appelle Beatles IA, que vous pouvez trouver sur Internet très facilement, où chaque semaine, j'ai le droit à un nouveau titre des Beatles fait par une IA. Ils ne mentent pas. Je sais très très bien que c'est une IA qui a fait ça. C'est très bizarre en plus, parce qu'il y a la voix de Lennon, de Harrison, etc., dans le style de Lennon, et c'est parfaitement fait. Et il y a vraiment des phrases, on se dit, tiens, c'est du Lennon parce que ça résonne, voilà, je suis là, assis au bord de l'univers. Alors évidemment, on voit bien où tout ça a piqué. Mais vous savez quoi? J'écoute ça en boucle. Bon, je sais que c'est faux. Enfin, c'est faux. Non, c'est vrai, ça existe. Cette chanson m'émeut. Ça me rappelle quelque chose, ça me réconforte. Et finalement, quand je vois ces machines qui commencent à vous dire, vous savez, assez vite, vous allez pouvoir dialoguer avec un de vos êtres chers qui est mort, dont on a gravé la voix, dont on a un certain nombre de données, ça existe déjà et c'est assez simple. Qu'est-ce que c'est? C'est une illusion, du réconfort, j'en sais rien, c'est les deux. Et donc je pense qu'on arrive dans ce moment-là, en fait, où le fictif, le réel, ça s'imbrique, véritablement. Et moi, je crois effectivement, là, je ne suis pas d'accord avec tout, évidemment, et en particulier, il y a quelque chose qui nous différencie, je crois effectivement qu'il y a la frontière entre la pensée et le calcul, mais moi je parlais d'agent moral. Je disais un système, là c'est Bernard Williams, je disais c'est quelque chose qui est systématique ne peut pas être un agent moral. Et donc le calcul ne peut pas être un agent moral. Et c'est sur ce point-là, plutôt que j'allais chercher les choses. Mais d'un autre côté, je ne peux que constater dans mon métier que cette imbrication-là, on adore ça. On adore et on trouve normal que Bruce Willis ait vendu ses droits pour être un avatar dans 10 films après son décès. On trouve, voilà, pourquoi pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire de nous dans ce moment-là? Donc je ne sais pas faire de dialectique entre le réel et le fou, mais je peux vous dire en tout cas que, au regard
de la demande profonde qui est la nôtre, peut-être une demande de consolation, je ne sais pas. Je crois qu'on n'a pas fini d'avoir comme ça du, entre guillemets, faux, dont on sait très bien que c'est du faux, mais qui nous rassure et qui nous console. Le seul domaine où je vois produit par cela un effondrement, c'est le domaine de l'information. Car je crois que oui, en ce moment, le brouillage fait qu'à un moment donné, comme tout s'individualise, hein, le calcul c'est très bien, mais ça nous fragmente en permanence, parce que ça, on oublie quand même, pardon de dire ça, mais on a été... moi je viens d'un domaine, on fait des masses médias, donc on s'adresse à plein de gens de la même façon. Et les masses médias sont nées en même temps que deux choses, les partis de masse, le suffrage universel qui accompagnait les partis de masse, et l'éducation de masse. Donc on faisait une chose commune pour plein de monde. Bon, maintenant, avec ces puissances de calcul ou autres, on commence à faire des choses tout à fait précises. Même dans le domaine de l'information, Google a lancé il y a quelques mois en test, enfin quelques semaines plutôt en test, quelque chose où vous lui dites, tiens, c'est quoi les nouvelles du jour ? Et il va vous écrire l'article parfait pour vous. Mais vraiment parfait. En scrollant, et ça va être tout à fait juste, hein, en lien avec... mais qu'est-ce que ça veut dire à partir du moment où on est chacun dans notre propre bulle, en réalité ? C'est super, c'est comme une espèce de drogue, mais c'est compliqué. Donc, je ne sais pas aller beaucoup plus loin, mais je voulais être sur ce point-là, c'est-à-dire que ça, quand même, répond à une demande profonde qui est la nôtre. Voilà ce que je crois. Pour rebondir rapidement, je pense qu'effectivement, si on essaie de dialectiser entre le réel et le fictif, ou le factice, ou le simulacre, il y a effectivement une différence. En fait, dans le milieu artistique, on sait qu'on est dupé. Et ça fonctionne exactement aujourd'hui avec l'IA comme sans doute sous l'Antiquité, pendant la tragédie grecque. Il y a une forme de catharsis. On sait qu'on est en train d'assister à une forme de spectacle et on va adorer se faire peur. Et effectivement, la grande différence, c'est qu'on est malheureusement de plus en plus parfois dupé à son insu. C'est-à-dire que vous avez tous vu ça ces dernières semaines, des vidéos type deepfake qui vont simuler des personnages physiquement, intellectuellement, vocalement, au point de tromper le réel sans qu'on sache distinguer le vrai du faux. Et là, effectivement, je suis d'accord, on atteint des situations qui sont proprement vertigineuses et qui, à mon sens, pour le coup, nécessitent d'être régulées rapidement. On le voit sur le plan négatif, c'est-à-dire des deepfakes qui vont vous mettre dans des situations socialement dégradantes. On pourrait l'imaginer demain, c'est l'une des scènes du roman Simulacre, on pourrait l'imaginer dans des scènes très positives. Vous pourriez imaginer le fait que demain sorte, acclamé par le monde entier, un chef-d'œuvre signé à votre nom, et pour lequel pourtant vous n'êtes absolument pour rien. Et dans ce cas, comment vous allez réagir ? Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être moins la réglementation, la régulation, l'ordonnancement du monde vis-à-vis de ces questions-là sur le plan politique, géopolitique, économique et social. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça provoque en nous sur le plan psychique. Demain, si on est soit dupé négativement, soit dupé positivement, comment est-ce qu'on va réagir ? Si demain, on vous traite de génie à la face du monde, est-ce que vous allez vouloir contribuer à cette forme de mensonge, de simulacre, ou est-ce que votre honnêteté intellectuelle va savoir y résister ? Je pense que nous sommes d'accord que là où ça devient très dangereux, c'est la projection de qualité morale, voire de la responsabilité. Et même dans mon livre précédent, Les robots et le mal, j'ai essayé de proposer des idées pour casser ce genre de projection. Mais je voudrais revenir à la question qui me semble peut-être la plus importante parmi les questions posées ici, la question de savoir où on pourrait puiser des ressources pour penser ce qui nous arrive. Et moi, j'ai une réponse courte à cela dans les histoires des anges. Je m'explique. Très souvent, quand vous êtes face à une innovation technologique complètement inédite, nouvelle, on est paralysé. « Oh, qu'est-ce qu'on va devenir ? Que va-t-on devenir ? Que le monde va-t-il devenir ?» Et cette paralysie de la nouveauté, elle est bien connue dans l'histoire des sciences, mais c'est vraiment ce qui nous bloque, ce qui nous empêche de penser.
Et j'essaie dans ce livre, aussi dans le précédent, de dire non, ce n'est pas la première fois que nous rencontrons des agents non humains avec qui nous interagissons en notre langue. Bien sûr que c'est la première fois technologiquement, d'accord ? On n'a pas fait d'IA avant. Donc les systèmes d'IA génératifs, technologiquement, sont nouvelles, il n'y a pas de doute, sont nouveaux. Mais dans les grands récits qui forment notre civilisation, on a vu des oracles des anges, des dieux, qui nous parlent en notre langue, et ce sont des agents non humains. Peut-être qu'on pourra tirer quelques enseignements de ces histoires. Et je vous donne un exemple pour répondre à la question de François Huvet. Vous connaissez dans le livre de la Genèse, sans doute, cet épisode où Dieu envoie devant Adam les animaux et les oiseaux pour qu'Adam leur donne des noms. Hein ? Tout le monde connaît, enfin, j'imagine. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe un commentaire très ancien, ce qu'on appelle un midrash, un commentaire rabbinique sur ce verset du Genèse 5, qui dit « Avant d'envoyer les animaux et les oiseaux devant Adam, Dieu les envoyait devant les anges de service. Et les anges de service n'ont pas su donner de nom. Alors Dieu les envoyait devant Adam, etc. etc. » Mais qu'est-ce que cela veut dire ? C'est un récit mythologique, bien sûr, qu'il faut toujours interpréter. Comment ça, dans le mythe, les anges parlent la même langue qu'Adam, certainement. Et ils n'ont pas su donner de nom, mais les anges, dans le mythe, peuvent très bien faire un 001, 001, etc., une sorte de petite étiquette, label ou référence, mais ça n'est pas encore donné un nom. Quel est l'enseignement du mythe ? Qu'est-ce que cela veut dire, donner un nom ? Alors, on peut y penser, moi je dirais, donner un nom, pour Adam, qui évidemment ici symbolise l'humanité, donner un nom, c'est établir une relation, faire entrer l'autre dans notre réalité humaine, quel que soit le statut ontologique de l'autre, que ce soit un animal, un oiseau, une machine, peu importe. C'est à travers cet acte linguistique qu'il commence à faire partie de notre réalité. C'est pour ça que je ne fais absolument pas de différence entre la réalité virtuelle et la réalité matérielle. Oui, il y a bien sûr le monde matériel et le monde virtuel, ils sont tous les deux réels à travers la relation, sur le plan relationnel. Vous faites entrer l'autre dans notre monde et c'est à travers cette relation que l'autre commence à nous influencer. Les deux sont réels. Ce qui est important, et là je reviens à l'argument qui n'est pas très original, c'est de se demander quelle influence à travers cette relation sur l'homme, et puis quel homme, que va-t-il devenir cet homme ? Mais je ne ferai pas, et là je pense que nous sommes d'accord, encore une fois, de distinction claire et nette entre c'est matériel et donc c'est humain et c'est virtuel. Non, écoutez, autrefois, on a vécu dans un monde où les histoires des oracles, des anges, des démons, des dieux étaient totalement réelles. Aujourd'hui, il y a d'autres agents non humains qui sont tout aussi réels et qui nous parlent en notre langue. Encore une fois, ce n'est pas la question de la réalité qui devrait nous intéresser, c'est la question de la relation et de l'effet sur nous à travers cette relation qu'il va avoir, non pas demain, mais avec le temps. Ça va prendre du temps, mais c'est sûr que l'homme va changer en dialoguant avec ces machines, comme autrefois, il dialoguait avec les anges, ou les dieux, ou les oracles, et changeait aussi. Merci.